Audiolité, le podcast littéraire du Goethe-Institut Paris. Audiolité, der Literaturpodcast des Goethe-Instituts Paris. Ravie de vous revoir. Merci d'être là. Pour cette rentrée littéraire 2020, on va présenter 6 parutions littéraires nouvelles et vous donner une certaine idée donc de la production littéraire contemporaine en Allemagne. Il y aura 2 journalistes, Camille Thomine et Denis Michelis, qui vont présenter les livres, et on a un comédien, Pierre Maurice. Un dernier mot de ma part, j'aimerais encore remercier les maisons d'édition qui ont soutenu la préparation de cette soirée. Actes Sud, Belfond, De Fallois, Jacqueline Chambon et Une. Merci aux éditions, merci aussi aux traducteurs et traductrices. Encore une fois, merci d'être venu à Goethe-Institut et je vous souhaite maintenant une excellente soirée. Je passe la parole à Camille et Denis. Merci. Bonsoir Barbara pour cette présentation exhaustive, et j'en profite pour remercier aussi Aurélie Marker qui est à l'organisation de cette soirée. On est très contents d'ouvrir, je crois, tous les 3 cette première rencontre après 6 mois de fermeture du Goethe. Et vous avez de la chance ce soir parce qu'on va avoir plusieurs genres littéraires représentés dans cette présentation de 6 livres. Et moi, je vais commencer avec le roman graphique, puisque c'est un des genres représentés, avec ce livre qui s'appelle La grosse princesse Petronia, donc qui est paru aux éditions Actes Sud l'an 2, signé Katharina Greve et qui est traduit par Paul Derouet. Et ce roman graphique, donc, il est signé par cette jeune dessinatrice caricaturiste Katharina Greve qui a une quarantaine d'années, qui a exercé comme architecte, comme artiste et comme caricaturiste à Berlin, où elle vit désormais, parce qu'elle est originaire d'Hambourg, mais elle vit maintenant à Berlin. Et pour ses différents travaux, elle a d'ailleurs remporté un certain nombre de prix, puisqu'elle a publié des dessins de presse dans des magazines comme Titanic, comme Stern, comme Taz et comme Das Magazin. Et elle a reçu pour ces travaux-là, entre autres, le prix allemand de la caricature en 2017 et aussi le prix Max und Moritz dans la catégorie de la meilleure bande dessinée de langue allemande. Ça, c'était en 2016. Et c'était pour une autre bande dessinée qui s'appelait Das Hochhaus, qui a été traduite donc aussi aux éditions Actes Sud l'an 2 sous le titre Le gratte-ciel en 2018. Et ça, ce livre-là, c'était en fait la vue en coupe d'un gratte-ciel, donc de 102 étages, dans lequel on se promenait de la cave au dernier étage, avec à chaque fois dans les appartements similaires une anecdote ou une scène de vie, avec à la fois des couples, des familles, des colocations aussi, à un moment donné un cambrioleur. Voilà, donc c'était une idée assez originale qui lui a valu ce prix. Et c'était déjà sa 4e bande dessinée, puisqu'en réalité, il y en a 3 autres qui sont parues auparavant, mais qui n'ont pas été traduites, en tout cas pas encore en français. Je vous les signale quand même. Il y avait Patchwork en 2011, Eigentlich ist Wurst umgestülptes Stier en 2013 et Hôtel Hadès en 2014. Donc toutes des bandes dessinées qui sont dans une veine assez comique, je crois qu'on l'entend avec les titres. Et c'est une veine qu'elle creuse encore avec cette 5e bande dessinée, donc La grosse princesse Petronia. C'est un livre qui, de la même façon que Le gratte-ciel dont je parlais à l'instant, est d'abord paru en série, en feuilleton, dans Das Magazin, à partir de 2015, je crois, à raison d'une planche par semaine. Et qui a donc été réunie cette fois-ci sous forme d'album. Donc le personnage principal, c'est cette jeune, vous la voyez à l'écran, cette jeune princesse Petronia,
Elle est la fille du roi et de la reine de l'univers, et elle se trouve être la cousine du petit prince. La cousine, mais aussi l'antithèse de cet adorable petit prince, puisqu'elle est tout le contraire des princesses distinguées, charmantes et gracieuses que vous connaissez, puisqu'elle est assez ingrate, assez enrobée. Elle a cette robe avec ce gros nœud un peu ridicule derrière. Elle a aussi ce mono-sourcil là, qui lui barre le front et qui fait d'elle un peu une grincheuse. Elle est très, très gourmande. Elle dit que son plat préféré, c'est le steak aux saucisses. Et puis, elle est surtout bien plus passionnée par la science, par les phénomènes astrologiques, par la physique quantique, que par les dessins, les renards, les animaux et toutes ces choses assez mignonnes et un peu niaises qu'adore son cousin le petit prince. Donc on peut dire qu'elle est un peu en crise de préadolescence. Et elle est d'ailleurs suffisamment rebelle pour que ses parents les misent dehors. Voilà, ils lui ont confié pour la première fois sa propre petite planète, que vous voyez là sur la couverture de l'album. C'est une toute petite planète, encore plus petite que celle du Petit Prince, donc elle est assez jalouse. C'est la planète W857. Et son principal souci sur cette petite planète, c'est qu'elle s'y ennuie copieusement, puisque c'est un sorte de caillou un peu vide et stérile. Et donc elle attend désespérément qu'il se passe quelque chose. Et puis surtout, elle attend de pouvoir enfin gouverner et donner des ordres à ses sujets. C'est un petit peu son obsession. Et par chance, elle a beaucoup d'imagination. Elle n'a vraiment pas la langue dans sa poche. Donc elle va mener un certain nombre d'expériences sur sa petite planète. Et notamment, à un moment donné, elle va entreprendre un voyage dans la galaxie et dans l'espace-temps, puisque ses parents vont lui offrir pour son anniversaire un ver de terre, en fait, qui est un ver spatio-temporel et qui lui permet de partir un peu à la découverte de l'univers. Donc vous allez le voir tout à l'heure, parce qu'on va projeter des planches qui seront lues par Pierre. Le texte fonctionne à chaque fois planche par planche, ce qui correspond à la parution en fait en pièces détachées, comme je vous le disais tout à l'heure dans le magazine. Et à chaque fois, ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'on a à gauche, sur la page de gauche, un petit dessin avec simplement cette princesse Petronia et puis une petite phrase, une petite blague, un petit aphorisme, donc ce qui ressemble plutôt à un dessin de presse en fait, avec une blague très courte, et puis en face un épisode à proprement parler avec les cases. Et donc ces épisodes là, ça va être l'anniversaire de la princesse, les élections sur cette toute petite planète, sachant qu'elle en est en fait à la fois l'unique candidate, l'unique sujet et l'unique être vivant. Et ou aussi les vacances sur la planète Viandex, donc cette planète dédiée à la viande, où elle part tous les étés avec son cousin, le Petit Prince. C'est une planche qu'on va vous projeter tout à l'heure. Donc on a ce dessin assez naïf, assez enfantin, mais en réalité, quand on regarde un peu plus précisément les planches, c'est évidemment beaucoup moins simpliste et naïf qu'on pourrait le croire au premier abord. Il y a vraiment un sens du détail, un sens de l'expression qui est très savoureux. Voilà, quand on regarde plus précisément, on découvre parfois des petits effets comiques bonus dans les coins. Il y a ces couleurs pastel, donc qui sont évidemment très inspirées du Petit Prince, puisque ce livre, c'est en très grande partie une parodie du livre de Saint-Exupéry. Mais ça n'est pas que ça, il y a un vrai humour pince sans rire dans ces pages, un humour qui est assez absurde et qui joue vraiment sur le jeu de mots, sur le détournement et sur les références du lecteur, avec beaucoup de détournements d'expressions toutes faites, de jeux de mots, qui joue sur la complicité, puisqu'il y a des clins d'œil, c'est très large, hein, il y a des clins d'œil à la fois à l'univers du conte, donc je le disais, le Petit Prince, mais aussi la princesse au petit pois, par exemple, des clins d'œil à la filmographie et à la culture populaire, notamment de l'espace. Il va y avoir des clins d'œil au film 2001, l'Odyssée de l'espace, à Star Wars, à Alien, à David Bowie à un moment donné, mais David Bowie dans sa période évidemment Ziggy Stardust. Des détournements aussi très drôles du savoir scientifique et de ce qu'on
croit savoir aujourd'hui sur la soupe originelle, sur les trous noirs, etc. Des clins d'œil à la philosophie, des clins d'œil à la psychologie et au développement personnel, ce qui permet à Katharina Greve d'épingler un certain nombre de travers et de manies du genre humain. Donc voilà, c'est une bande dessinée très dense en fait, sous ces dehors un peu naïfs, qui est vraiment drôle et qui invite surtout à se pencher un peu plus sur le travail de cette jeune dessinatrice, puisqu'elle a un peu le vent en poupe. Donc voilà, elle a un blog aussi très très fourni que je vous invite à aller regarder. Et on va voir tout de suite des planches. Donc ces vacances sur la planète Viandex, et ensuite un stage de formation, puisqu'à un moment donné, sa mère va lui proposer un stage pour lui apprendre à gouverner cette petite planète. Saucisse partagée n'existe plus qu'à moitié. Une fois par an, je vais avec mes parents sur mon lieu de vacances préféré, la planète Viandex. Falaise de jambon, bouillon gras, barque à saucisses, steak d'accostage. C'est pas vrai! Ils ont vraiment emmené avec nous cet idiot de cousin? Et comme toujours, tout va tourner autour de ce petit lèche-cul. Bien sûr, à la plage de Tartare, tous s'extasient devant ces constructions de viande hachée. Très joli, petit prince! Lui, il dompte en un rien de temps les boulettes de poisson. Hop! Et les saucissirènes ne jouent qu'avec lui. Dessine-moi une côte de mouton. Espérons qu'une supernova nous grille toute cette planète. Quoi? Je peux vraiment rentrer à la maison? 3 semaines stellaires pour un stage chez Madame votre mère. Vous devez déjà vous préparer pour la succession au trône. Un stage? Moi? Je suis fille de ma mère et petite-fille de ma grand-mère. Je suis reine de naissance. Régner est inscrit dans mes gènes. Je n'ai donc aucun besoin de faire un stage. En ce cas, je dois vous informer que cette place de stagiaire sera attribuée à votre cousin, le charmant petit prince. Finalement, j'ai peut-être encore un peu à apprendre de ma mère. Étrange que 6 lettres suffisent à écrire le verbe « régner ». C'est bien que tu te sois décidée pour ce stage de formation à la succession, ma fille. Bon, commençons par la centrale secrète confidentielle de l'univers. Ce bouton déclenche la guerre totale des étoiles. Et celui-là, une paix mondiale définitive. Et pourquoi n'appuies-tu pas sur le bouton vert? C'est politique, tu comprendras quand tu seras grande. Allons voir les bijoux de la couronne. Ne fais pas ça, ma petite, sinon ce sera la paix dans le monde, mais la guerre entre nous. Que pourraient penser les collapsologues d'un happy end? Ton premier exercice de stagiaire, trier le courrier. Invitations, adulations, etc. sont à classer parmi le courrier reçu. Les publicités et autres suppliques vont directement à la poubelle. Si tu n'as pas fini ce travail d'ici ce soir, tu devras aller au bal du prince boutonneux. Mais j'ai horreur des bals, mère! Je le sais bien, ma fille. Alors dépêche-toi, allez, hop! J'y arriverai jamais! Je devrais porter une robe à froufrou! Plutôt mourir! Majesté, je suis avaleur d'ordures et broyeur de documents assermentés. Puis-je vous proposer ma modeste assistance? Oui, le bon courrier sur le bureau, le mauvais dans la gueule du poisson poubelle.
Dans les contes de fées, les méchants sont toujours les belles-mères. On voit que les frères Grimm ne connaissaient pas ma mère. Même pour une machine à café, ma planète est trop petite. La princesse est toujours en stage de succession au trône chez sa mère, la reine Pétrolia Ière. Alors, il arrive ce café? Trop, trop peu, trop froid, trop chaud, trop léger, trop fort, trop de lait, trop peu de lait, trop de sucre, trop peu de sucre, trop bon. Soit ma mère me prend vraiment pour une idiote, soit c'est un piège. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, sans transition aucune, nous allons passer à ce recueil de poésie qui s'appelle Klepnikov pleure de Anne Seidel et qui a été traduit de l'allemand par Laurent Cassagno. J'espère que je n'écorche pas son nom. Je vois quelqu'un qui me fait non, ça doit être vous. Voilà, bienvenue. Bravo pour votre travail. Et c'est aux éditions Une. C'est comme ça qu'on dit ? Une. Alors, avant de vous parler de ce recueil de poésie, dont je précise, c'est assez rare pour le dire, c'est qu'il est en édition bilingue. Voilà, parce que quand même, moi je trouve ça assez génial de pouvoir proposer aux lecteurs d'avoir à la fois l'allemand et la très belle traduction. Et on va commencer par écouter quelques poèmes, un petit florilège de courts poèmes, dont le premier, c'est une seule phrase. Hein, donc, à vous après de voir la différence entre les différents poèmes. C'est un peu le jeu du soir. Mais donc, je propose à Pierre de lire un petit florilège et ensuite, je vous parle de ce recueil. Il y a quand même quelques titres, donc ça permet de se... C'est vrai, oui, c'est vrai que j'avais oublié, mais c'est vrai qu'avec le titre, ça peut être facile. Mais c'est vrai que le premier poème... Le premier. Voilà. Je me souviens que je ne me souviens de rien, car ne rien comprendre est la seule possibilité de comprendre quelque chose. Sarat 1. L'autre procès. L'illusion d'une fraîcheur blanche comme celle par un matin familier. Quand un oiseau, ouvertement, vole au-dessus du champ refermé, je me souviens, se déroule ici derrière de fines bordures le temps, constitué à moitié de ses regards. C'est peut-être la rapidité de l'inattention. Sarat 2. Origine. Le poème commence. Nous laissons une image, telle une fumée de cheminée, monter un navire qui sombre. Nous regardions les petits, Tristia, meurtris, étroits, silencieux, bourdonnants ou rusés. Soir avec faim, étranger. Effleurer la couverture brillante près des réseaux électriques, un lambeau de Shakespeare. Absence 1. I am sitting in a room. Visage. I am sitting in a room. Régularité du sourire. Scintillement. Dans le silencieux néant réenregistré, empreinte d'un sommeil névrotique, peut-être déjà d'une fatigue étanchée, sombre mamelon, jardin d'hiver, Tudor, espace unique, unique. Rien n'appelle plus. Dans l'immanence, Klepnikov pleure.
voûté peut-être, peut-être concave. Absence de silence. Le silence engloutit des paroles, comme un sillon dans la neige de cire, avec 2 lampes de fer qui suintent, comme le regard dans mon verre d'eau qui se fait loupe au-dessus des passages. Un son qui anime la poudre à l'extérieur, l'animal, souvenir résistant à force de ruisseler, cousu dans une niche. Hygiène de la peur, 4. Pointe noire, ligne blanche, Russie, désemparée s'installe. Le silence, les noms abreuvés, fin des forêts. Il manquait toujours une main engloutie dans la fourrure. Pointe noire, ligne blanche, tu étais là, désemparé s'installait. Le silence en toi, dans les noms et les forêts, lointains. Il manquait toujours une main engloutie dans la neige, Solovki. Hygiène de la peur, 5. Matin froid, sur la Neva le bois écume, petite rigole sur des pierres maculées de terre, s'étendant profondément dans la nuit. Comme d'habitude, la pure absence creuse les fossés. Matin froid, écume de morceaux de bois sur la Neva, petite rigole, sur des pierres maculées de terre, s'étendant profondément dans la nuit. Comme d'habitude, les absences creusaient sans peine les fossés. Merci beaucoup Pierre, ça change la vie quand la poésie est lue à haute voix par un professionnel. C'était vraiment très très bien, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par vous faire une confidence, par vous dire, comme on dit dans les procès, la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je ne suis pas un spécialiste de la poésie contemporaine. Bon, désolé, mais je n'ai pas fait d'études de poésie. En plus, quand on est écrivain soi-même, la poésie est vraiment le plus haut niveau auquel un auteur puisse accéder. Donc, je vous avouerai que je suis rentrée dans ce recueil avec un peu de difficultés, que j'étais assez perdue au départ. J'avais un peu l'impression d'être, comme tu viens de le lire, perdue dans la neige, dans une sorte de grand paysage obscur, brumeux et très blanc. Et puis je me suis dit, il n'y a pas de raison, hein, la poésie c'est un peu comme l'opéra, il faut des clés pour y rentrer. On ne peut pas rentrer comme ça, surtout dans la poésie contemporaine. Donc je vais essayer en quelques minutes, je vais faire mon possible pour vous donner ces clés justement pour encore plus apprécier ce très beau recueil. Alors, pour ça, il vous faut quelques indications biographiques. Donc, Anne Seidel est née, elle est très jeune, elle est née en 1988. Elle est née à Dresden. C'est donc une jeune poétesse qui a fait des études de slavistique. Alors, la slavistique, c'est l'étude en linguistique des langues slaves et aussi d'histoire de l'Europe orientale à l'université de Gießen. Donc, c'est une linguiste, en fait, c'est quelqu'un qui aime profondément la langue. Donc ça m'a déjà donné un petit indice supplémentaire pour mieux appréhender sa poésie. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que alors je simplifie, mais ce recueil, Khlebnikov pleure, il y a 2 grandes références, une très explicite avec le titre, une un peu moins, sur 2 grands poètes russes. Alors le premier poète russe qu'elle paraphrase, si je puis dire, explicitement dans l'un de ses poèmes que tu n'as pas lu, mais qui est très beau, mais qui était très long, donc c'était un peu compliqué de lire, qui s'appelle « Océan facile ». Donc l'un de ces poètes s'appelle, je ne sais pas si je le prononce bien, Ossip Emilevitch Mandelstam, ou Mandelstam, je vois que des gens avec caisse, donc j'ai dû bien le prononcer. Donc ça, c'est une des premières références. Pour vous le situer,
Il était né en 1891 et mort en 1938. C'est un très très grand poète et qui a été persécuté par Staline, hein, qui est mort dans un goulag. Et le deuxième poète, évidemment, il suffit de taper Khlebnikov dans notre moteur de recherche préféré, que je ne citerai pas. Eh bien, c'est un poète qui s'appelle Velimir Khlebnikov, né en 1885, mort en 1922. Alors, très grand poète russe que je ne connaissais absolument pas, à ma grande honte, mais parce que s'il a été traduit en France très, très récemment. Hein. Il a été, d'ailleurs, si vous vous intéressez, il a été traduit aux éditions Verdier, voilà, l'année dernière, à peu près 1000 pages de ses poèmes. Donc je ne le connaissais pas, j'ai fait quelques recherches en bon journaliste que je suis. J'ai appris que c'était un poète dit futuriste, hein, qui s'inscrivait dans ce mouvement, donc qui était, on va simplifier, pour une sorte de table rase du passé. Et c'était, alors là c'est encore plus intéressant, il était mathématicien, il a fait des études de maths. Donc il s'était mis en tête ce Khlebnikov, qui pleure donc dans le recueil de Hanne Seidel. Donc ce Velimir Khlebnikov s'était carrément mis en tête de créer une nouvelle langue. Voilà, en toute simplicité. Hein. Donc il avait un désir, j'allais presque dire, de révolution sémantique, ou alors, je ne sais pas s'il y a des linguistes dans la salle, mais alors apparemment dans ses poésies, il déplaçait des phonèmes, il donnait de nouvelles significations aux mots. Et c'est vrai que c'était un poète, il disait même de lui qu'il trouvait ce qu'il écrivait parfois incompréhensible. En tout cas, c'était quelqu'un qui a vraiment révolutionné la poésie, et au fond, il voulait une chose, c'est que le réel s'efface derrière les mots. C'est quand même pas rien. Donc tout ça pour vous dire qu'on ne peut, enfin à mon avis, hein, bien sûr, on peut être tout à fait subjugué par la beauté de la langue, mais il faut quand même bien comprendre dans quel contexte, dans quel mouvement littéraire cette jeune poétesse, je rappelle qu'elle est née en 88, c'est quand même impressionnant, dans quel mouvement elle se situe. Évidemment, les poèmes de Hanne Seidel ne sont pas aussi, alors je dirais pour Khlebnikov, ne sont pas aussi obscurs et parfois aussi difficilement compréhensibles. Hein. Vous pouvez évidemment tout à fait rentrer sans avoir fait des études de slavistique. Mais voilà, c'était pour vous donner à la fois envie de le lire, vous donner quelques clés de compréhension et pour que vous puissiez comme ça déambuler, lentement, avec une certaine langueur, dans le paysage. Il y a des paysages très beaux, hein, des paysages réels ou imaginaires. On est comme ça, dans ces steppes enneigées, dans ces grandes contrées de glace. C'est très, très beau. Et il y a aussi, donc il y a ce paysage, j'allais dire, géographique auquel elle nous convie. Et il y a aussi une déambulation linguistique. Hein. Donc elle utilise des mots étrangers, elle utilise des mots russes, elle utilise des mots français qui viennent comme ça... je vais essayer de faire une image, mais comme je ne suis pas poète, ça va être pas terrible, hein, mais on va dire que comme des petits flocons de neige qui se déposent sur ces poèmes. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Donc voilà, à la fois c'est une très très belle déambulation. Je trouve qu'il faut acheter le livre, ne serait-ce que il faut soutenir la poésie. La poésie, alors déjà il faut soutenir évidemment les auteurs, la fiction, mais là je pense qu'encore plus la poésie. Donc le fait d'acheter ce livre où le travail éditorial est vraiment magnifique, ne serait-ce qu'avoir cette édition bilingue. On peut vraiment être en admiration devant le travail qu'a fait le traducteur, parce que je sais à quel point c'est difficile de traduire la poésie. Donc je vous conseille voilà, cette déambulation. Et je rappelle le titre donc, du recueil. Ça s'appelle Khlebnikov weint auf Deutsch. Khlebnikov pleure. C'est de Hanne Seidel, traduit par Laurent Cassagno. Et c'est aux éditions Une. Voilà, merci. Alors, on change de registre, ça va être un peu le principe de cette soirée, avec ce livre qui est ici. Oui, je ne me trompe pas, c'est celui-là. Marx dans le jardin de Darwin, qui est paru aux éditions de Fallois et qui est signé Ilona Jäger, dans une traduction, là encore, assez remarquable du grand traducteur que vous connaissez sans doute, Bernard Lortolari. Alors c'est un roman un peu plus ancien en fait, parce que en réalité il est paru à la rentrée dernière en 2019, mais c'est un livre qui s'était beaucoup fait remarquer à sa sortie, à la fois en Allemagne où il a eu une presse très abondante et très élogieuse en 2017,
Et puis en France, où entre autres articles, longs articles dans Le Monde ou dans l'Humanité, il a aussi été sélectionné dans la liste du prix du meilleur livre étranger, qui avait été finalement attribué à un autre livre allemand de Christoph Hein. Mais c'était quand même un très très bel écho pour un premier roman, puisque jusqu'ici, Ilona Jäger avait publié de la non-fiction et notamment des articles, puisqu'en fait c'est une journaliste indépendante. Elle a une formation en littérature et en sciences politiques, mais par la suite, elle a été pendant 10 ans, jusqu'en 2011, la rédactrice en chef de Natur, qui est ni plus ni moins que la principale revue de vulgarisation allemande sur la nature, l'écologie et la santé. Donc c'est ce magazine qui est édité à Munich, où elle vit. Et pour vous présenter ce livre, je vais commencer un peu par la fin, parce que dans ce roman, Ilona Jäger a choisi d'adjoindre une petite postface où elle explique en fait comment lui est venue cette idée assez inattendue et en même temps très porteuse, je crois, de faire se rencontrer le théoricien de l'évolution et le théoricien de la révolution, donc Darwin et Marx, dont on sait qu'ils ne se sont en fait jamais rencontrés dans la vie réelle. Donc elle explique qu'il y a un peu plus de 10 ans, en fait, elle s'est aperçue non seulement qu'ils avaient vécu, ces deux grands penseurs avaient vécu à la même époque, mais aussi qu'ils avaient vécu les 2 dernières années, peut-être même seulement la dernière année, à quelques kilomètres à peine l'un de l'autre. Puisque Darwin vivait dans le sud-est du Grand Londres, dans le Kent, et Marx, lui, dans le nord de Londres. Et puis en creusant un petit peu plus ce rapprochement potentiel entre ces deux penseurs, elle s'est aperçue en fait qu'il y avait un certain nombre de points communs entre eux, des points communs assez étonnants d'ailleurs, puisque en plus de cette grande barbe de prophètes qui portaient l'un et l'autre, en fait, ils sont morts à quelques mois d'écart l'un de l'autre, Darwin en 1882 et Marx en 1883. Ils avaient à peine 9 ans d'écart, mais ils sont morts de façon très proche. Tous les deux ont été, comme vous le savez, très, très en lutte contre la religion, mais après avoir voulu l'un et l'autre être prêtres dans leur jeunesse pour Darwin et rabbins pour Marx, donc c'est quand même un parcours assez étonnant. Tous les deux ont perdu aussi un enfant en bas âge qui se trouve être leur enfant préféré. Et puis, ils souffraient tous les deux des mêmes maladies, puisqu'ils étaient tous les deux très insomniaques, tous les deux ont des problèmes de peau, puis tous les deux sont assez hypocondriaques, comme on le découvre dans ce roman. Et puis, il y a quand même un lien aussi tangible, en tout cas, de leur rapport entre eux, c'est que Marx a envoyé un exemplaire du Capital dédicacé à Darwin, avec une dédicace très élogieuse, très admirative. Et on a retrouvé cet exemplaire du Capital dans la bibliothèque de Darwin, avec d'ailleurs simplement une centaine de pages découpées, puisque vous savez qu'à l'époque, il fallait découper les pages pour pouvoir ouvrir le livre. Voilà, donc ce qui suppose qu'il n'a pas poursuivi très très loin dans cette lecture un peu exigeante du Capital. Mais en tout cas, à partir de cette découverte, de tous ces points communs qui l'ont vraiment électrisé, comme elle le dit, Ilona Jäger s'est penchée en bonne journaliste, en bonne recherchiste. Elle s'est documentée pendant presque 10 ans. Elle parle de vraies périodes d'incubation pour écrire ce roman, en se plongeant à la fois évidemment dans l'origine des espèces et dans la lecture du Capital, mais aussi dans la lecture des lettres, des carnets, parce que Darwin a laissé 15 000 lettres derrière lui. Et puis il y a aussi cette correspondance très abondante et très, très utile aux exégètes entre Marx et Friedrich Engels. Et puis elle a aussi consulté les bulletins de santé, puisque je vous parlais tout à l'heure de ces deux grands malades qui étaient Darwin et Marx à la fin de leur vie. Donc voilà, ça aussi, ça a été une source utile, puisqu'ensuite, il fallait bien trouver un trait d'union entre ces deux personnages qui, encore une fois, ne se sont pas rencontrés dans la vraie vie. Et ce trait d'union, elle le trouve en créant un troisième larron, qui est d'ailleurs le seul personnage fictif de ce roman, et c'est le docteur Beckett. Le docteur Beckett, donc elle en fait un médecin libre penseur, très avant-gardiste, très anticlérical aussi. Elle en fait un
un précurseur de l'approche psychosomatique, entre autres, qui est à la fois le médecin de Darwin et le médecin de Marx, et proche de l'un parce que scientifique, proche de Darwin parce que scientifique, et proche de Marx parce que il soigne ses patients pauvres. En fait, il dit qu'il peut ne pas faire payer les consultations à ses patients pauvres parce que, par ailleurs, il soigne des patients riches qu'il fait payer très, très cher. Voilà, donc un médecin militant. Et c'est une vraie trouvaille que ce personnage, parce que non seulement ça permet à Ilona Yerger de faire advenir cette rencontre entre ces deux monstres, et puis ça permet, par ce personnage du médecin interposé, de mettre en scène des conversations, des débats d'idées entre les deux, puisqu'elle va, par ce personnage, rapprocher leurs deux théories en expliquant, là je fais un résumé, mais c'est développé de façon bien plus longue et profonde dans le livre. Elle explique qu'en fait la théorie de l'évolution de Darwin, ça pose les bases naturalistes du capital et de l'idéal révolutionnaire, puisque finalement, s'il n'y a plus de Dieu, si l'homme descend du singe, eh bien, ça permet aux hommes de prendre leur destin en main et de se libérer de leur chaîne. Et troisième grand avantage, grand atout de créer ce personnage du docteur Beckett, c'est que, comme il est le médecin de ces deux penseurs, il est aussi un peu leur confident et leur psychologue. Et donc, ça permet de mettre en scène, cette fois-ci, plutôt l'intimité, les faiblesses, les doutes de Marx et de Darwin et de nous les rendre plus humains. Donc on va être tour à tour dans ce roman chez Darwin. Alors je disais, lui, il vit dans cette banlieue de Londres, dans une très belle demeure. Sa gloire est faite, il est en fin de vie, il lui reste qu'un an à vivre, mais sa gloire est faite. Et donc il se consacre humblement à l'observation des vers de terre, auprès d'une femme, son épouse de toujours, qui est une femme très pieuse. Ça, c'est un des grands paradoxes de la vie de Darwin, qu'il a été toute sa vie avec une femme, une fervente croyante, qui a essayé toute sa vie de le ramener dans le droit chemin de la religion et de le convertir. Et puis entouré aussi de ses domestiques qu'il mettait à contribution dans ses expériences scientifiques. Donc à la fois chez Darwin et chez Marx, qui lui vit plutôt au nord de Londres, dans un cabinet de travail très désordonné, très sale, qui lui est une sorte de lion imposant, très colérique. Alors il boit énormément, il fume encore plus, et il est très malade aussi, en fin de vie également, et il continue jusqu'à la fin de sa vie à vivre au crochet d'Engels, comme vous le savez peut-être. Et donc on a comme ça des consultations du docteur Beckett chez l'un et chez l'autre, jusqu'à un dîner qui va être provoqué par le docteur Beckett, dîner fictif donc, que je vous laisse le soin de découvrir, parce que c'est un peu le point d'aboutissement de tout ce roman. Et ce qui est très saisissant dans ce livre, c'est justement la vraisemblance de ce qui est raconté, parce que je le disais, cette rencontre entre les deux, elle n'a lieu qu'une fois, de façon très ponctuelle dans le livre. Donc Ilona Yerger a cette subtilité de jamais forcer le trait du rapprochement entre les deux. D'ailleurs, elle montre bien qu'il y a aussi des réserves de part et d'autre, probables, puisque Marx, Darwin, et pour Marx, somme toute, un bourgeois assez conservateur, qui boursicotait, donc voilà, pas tout à fait dans la droite ligne de son idéal révolutionnaire. Et inversement, Darwin, même s'il souhaitait que tous les hommes soient payés à un salaire égal, il a quand même cette conviction, d'une part, que le communisme est une utopie, et d'autre part, que c'est la concurrence entre les êtres vivants qui permet le progrès. Donc là, on n'est pas tout à fait dans l'idéal marxiste. Donc il y a cette vraisemblance-là qui est assez instructive. Et puis on est vraiment plongé dans cette époque du Londres industriel, pollué, à cette époque charnière aussi où le lien entre la religion et le clergé se fissure, parce qu'il faut se rappeler que peu de temps avant la publication des ouvrages de Darwin, les grands professeurs scientifiques des grandes universités comme Oxford étaient des prêtres. Donc voilà, on était dans quelque chose un lien assez problématique. Et voilà, évidemment, à cette époque-là, ça se fissure, et ce n'est plus tenable à la fois de croire en un créateur et de les concilier en tout cas avec les découvertes scientifiques.
Et donc, ce qui est très remarquable, c'est que l'auteur arrive vraiment à nous faire rentrer dans ces deux grands systèmes de pensée, qui sont des systèmes de pensée qui ont quand même révolutionné notre perception du monde, mais sans jamais devenir didactique. Je crois qu'on va vraiment l'entendre dans l'extrait, sans être ennuyeuse, puisqu'elle arrive à aborder toutes ces questions politiques, scientifiques, par le biais du dialogue, des dialogues qui sont souvent très malins et très drôles aussi. Et que par ailleurs, elle imagine aussi le quotidien, l'intimité, les rêves, les faiblesses, les cauchemars de ces deux grands penseurs. Donc ça nous les rend à la fois humains, et puis ça rend ce livre vivant et divertissant, en plus d'être stimulant. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ça réactualise aussi, ça a le grand mérite de réactualiser ces deux grandes théories avec lesquelles on s'est habitué à vivre. Puisque dans ce livre, on se rappelle bien combien Marx reste actuel, peut-être pas en tant que penseur de la Révolution ou du communisme, mais en tout cas en tant que qu'analyste du capitalisme. Ça, c'est très fort aussi dans ce livre. Et comment la théorie de l'évolution et l'approche très expérimentale de Darwin reste aussi précieuse à une époque où, comme vous le savez, se développent beaucoup de courants antiscientifiques, beaucoup de théories du complot. Et ça, c'est une chose qu'Ilona Yerger a rappelé dans une de ses interviews. À l'heure actuelle, on a le vice-président des États-Unis qui s'appelle Mike Pence, qui a été choisi par Trump et qui, lui, remet totalement en question la théorie de l'évolution de Darwin, ni plus ni moins, et qui a suggéré qu'il fallait enseigner tout autre chose dans les écoles. Voilà, donc, il n'est pas inutile de rappeler l'apport de Darwin à cette époque. Voilà, donc je vous recommande très, très chaudement ce livre. Il y a un petit déséquilibre du côté Darwin, voilà, qui vient du tropisme rédac-chef de Nature de l'auteur, mais qui peut être compensé, si vous en avez l'envie, par la grande traversée. Je ne sais pas si vous avez écouté ça cet été, grande traversée consacrée à Marx sur France Culture. Voilà, j'en profite pour faire d'autres petits conseils au passage. Il y avait toute cette série d'émissions sur Marx qui peut être à la fois un bon avant-goût, soit un beau prolongement à ce livre. Voilà, je vous laisse profiter de l'extrait lu par Pierre, qui est donc une des consultations du docteur Beckett chez Darwin. Le docteur Beckett posa, comme d'habitude, sa trousse sur la petite table en acajou près de la chaise longue. Elle était exactement à la distance et à la hauteur qu'il fallait pour attraper facilement les instruments en cours d'examen et permettre aussi à Darwin de suivre très précisément ses gestes. Le médecin se passa la main dans les cheveux, mit ses lunettes et plissa le nez jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis feuilleta enfin son petit bloc-notes, mais sans le consulter. Au lieu de cela, il dit un peu malicieusement « Au fait, j'ai été appelé auprès d'un nouveau patient. Cela pourrait peut-être vous intéresser. » Darwin fut réconforté, car c'était donc pour cela qu'on se désintéressait de ses expériences. Et il espérait bien stimuler le docteur un peu plus tard en lui faisant un petit résumé de ses résultats. « Ne faites pas de mystère, allez, je vous écoute. » Le secret médical m'empêche naturellement d'en dire trop. Mais révéler le nom de cet homme ne nuira à personne. Eh bien, ce nouveau s'appelle Marx. Karl Marx. En avez-vous déjà entendu parler ? Darwin se redressa sur sa chaise longue, se plaignit au passage d'une vive douleur à la hanche, agita 2 fois énergiquement son éprouvette et dit « Écoutez, cher Beckett, certes, vous m'avez toujours connu en éleveur de pigeons, et maintenant vous me surprenez agitant des bouts de racines. Mais je ne suis pas pour autant analphabète concernant les aspects économiques de notre existence. Vous devriez le savoir, en fait. » Il se mit un instant l'éprouvette sous le nez. « Mais j'y pense. Nous avons récemment parlé de la bourse. Mes placements se portent très bien. Je vous l'avais pourtant recommandé d'acheter le plus vite possible une part des mêmes actions ferroviaires.
Au cas où vous ne l'auriez pas encore fait, dépêchez-vous, le rendement est plus que satisfaisant. Oh, vous savez, les spéculations boursières ne sont pas trop de mon goût. Je préfère exiger des honoraires exorbitants pour mes visites, en particulier chez des patients célèbres. Le docteur Beckett riait en plissant le nez. Darwin lui avait déjà plusieurs fois fait remarquer qu'à son avis, ses notes d'honoraires étaient trop modiques et correspondaient à un tarif horaire qu'il lui avait calculé et qui était ridicule. D'un petit geste de la main, il passa à autre chose. Revenons à M. Marx. Bien sûr que j'ai déjà souvent lu son nom. Néanmoins, cela fait un moment qu'il n'est plus question de lui dans le Times. On dirait qu'un certain silence se fait à son sujet. Et puisque vous avez été appelé chez lui, il est malade? Mais Darwin n'attendit pas la réponse et poursuivit. On raconte que la reine n'est pas particulièrement heureuse d'avoir cet agitateur dans son pays. Malgré tout, M. Marx semble avoir mis au monde quelques concepts qui fournissent aux leaders ouvriers, aux portes des usines, des munitions explosives. Il devrait, avec ça, s'estimer heureux que le gouvernement anglais autorise tout exilé politique à résider ici sans être inquiété. Il agita l'extrait de Racine et y jeta un coup d'œil. Beckett répondit. « Monsieur Marx est certainement fort heureux d'avoir le droit de vivre ici. J'ai appris de sa gouvernante quelle calamité ce dut être de fuir sans cesse, avec armes et bagages, et surtout avec de jeunes enfants souvent malades. Mais même si Londres est un paradis par rapport au cachot prussien qui l'attendait, vous pouvez être sûr qu'il est ici sous surveillance. Vous ne croyez tout de même pas que Bismarck ait négligé de demander la coopération administrative de notre gouvernement? Dans ce genre d'affaires, tous les pouvoirs se mettent d'accord, qu'importe qu'ils soient conservateurs ou libéraux. Les Allemands ont contre les socialistes des lois rigoureuses qui leur permettent de sévir contre quiconque est plus à gauche que l'empereur Guillaume. Eh bien, que pensez-vous des socialistes? À dire vrai, je suis partagé. D'un côté, j'ai pour eux beaucoup de sympathie, de l'autre, l'idée d'une révolution me fait horreur. C'est vrai que je lis Charles Dickens avec émotion et que je souhaite à David Copperfield d'avoir du pain, des chaussettes et un lit. Mais faut-il pour autant qu'il y ait une révolution? Je préférerais des réformes. Beckett s'accrocha son stéthoscope autour du cou, puis reprit. Seulement, l'espionnage, je trouve ça abject. Je sais maintenant que tous les envois postaux adressés à des exilés de gauche sont interceptés et exploités. Peut-être l'occasion se présentera-t-elle bientôt de parler de cela avec Marx lui-même. Et puis, j'aimerais bien apprendre de sa bouche quand et surtout où il attend la révolution. Mais bien sûr, je ne lui en parlerai que lorsqu'il aura repris des forces. Darwin avait précédemment ressenti une petite attaque visant son sens des affaires, et il jugea bon de tirer la chose au clair. Si mes activités boursières devaient laisser planer un doute, je ne suis pas un capitaliste au cœur sec. Je suis absolument pour aider les pauvres, et pour payer des salaires décents. Mais ce communisme, il se gratta la barbe, comme parfois quand il n'avait pas fini de penser ses phrases. Je vois que la diversité des êtres humains, tout comme celle des orchidées ou des pinsons, est manifestement très grande. Et je crains qu'elle ne soit trop grande pour les mettre tous à égalité. Merci Pierre, qui va très vite relire un premier extrait de ce roman qui s'appelle Presque génial, Fast génial en allemand, de Benedict Wells. Alors, 2 mots juste sur Benedict, parce que j'avais eu
la chance de pouvoir animer une soirée avec lui ici au Goethe il y a 2 ans. Donc il a publié, il est jeune, encore, il n'y a que des jeunes ce soir, c'est dingue, enfin il est jeune, donc il a publié 5 romans déjà chez Diogenes, qui est un grand éditeur évidemment, comme vous le savez, et 4 de ces romans, enfin c'est 4 romans et un recueil de nouvelles pour être tout à fait précis, et donc 4 de ces livres ont été donc traduits chez nos amis de chez Slatkin, et vous pouvez aussi trouver la plupart des livres en livre de poche. Donc ça c'est un livre qui est paru il y a une dizaine d'années en Allemagne, parce qu'ils le traduisent un peu dans le désordre, je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais en tout cas il est paru il y a 10 ans en Allemagne, et je vais demander à Pierre pour commencer de lire le début du chapitre 2, voilà, qui est tout simplement le début de l'histoire, pour vous situer un peu l'action. Voilà, comme ça, et puis après je parle, et après je te fais relire. Clément était un trou sur la côte Est, juste assez grand pour disposer de l'équipement standard d'une petite ville. McDonald's, Papa John's, Starbucks, Walmart, Subway et Lucky Brown Jeans. Mais un peu trop petit pour avoir droit à des festivals ou à une université. Si on voulait faire quelque chose de sa vie, on quittait Clément tout de suite après l'école. Ceux qui restaient souffraient d'un complexe d'infériorité parce qu'ils vivaient là, et pas 100 miles plus haut, à Jersey City. Les gens de Jersey City avaient des complexes parce qu'ils vivaient là-bas, et pas à New York. Mais les plus complexés, c'étaient ceux qui nichaient à la sortie de la ville, dans le trailer park de Pine Tree. Il y avait des dingues, des losers, des familles brisées. Même les enfants avaient l'air perturbés, avec leurs têtes tondues, leurs dents gâtées, et cet air ahuri de ceux à qui la vie a choisi d'agrafer l'ignorance sur le visage. Francis vivait là avec sa mère depuis 2 ans et demi. Comme elle était malade, elle avait perdu son travail de secrétaire dans une agence immobilière. Tout de suite après, son beau-père avait spéculé en bourse. Le peu qu'il leur donnait ne suffisait plus à payer le loyer de leur appartement dans le centre. Ils avaient d'abord logé dans un motel 6 et finalement déménagé dans un des 70 mobil-homes délabrés à la lisière de Clément. Au début, Francis avait été déboussolé, maintenant il s'en fichait. De temps en temps, il entendait la police venir arrêter quelqu'un, ou il assistait à une bagarre qui laissait un type à moitié mort sur le carreau. Mais un gars comme lui, surentraîné et qui faisait plus d'1m90, s'en sortait très bien dans la rue. Il y avait aussi des gens normaux et gentils dans le lotissement. Son voisin Toby Myler, par exemple, qui dealait toutes sortes de substances pour que sa famille puisse boucler des fins de mois. Toby rêvait de partir un jour, d'aller à Williamsburg. Il ouvrirait un bar, trouverait une femme et commencerait une nouvelle vie. Le problème, c'était que tout le monde ici éprouvait un jour ou l'autre la même impression. À 12 ans, à 16 ans, certains même dès la naissance. L'impression que personne ne s'en allait jamais d'ici. Voilà, merci beaucoup. C'était pour vous situer l'histoire. Donc vous avez compris, c'est l'histoire donc de Francis, qui est un jeune adolescent qui habite dans un trailer park. On est vraiment à plein dans la série américaine. Sa mère est très malade. En fait, sa mère est en hôpital psychiatrique. Et donc voilà, il vivote comme ça au début du roman et très vite, parce que je vais pas vous faire le résumé de l'histoire. Ce serait divulgaché, comme disent nos amis québécois. Mais il faut savoir, bon voilà, ce sont les notes pour ce que j'en ai fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va arriver donc, dans cet hôpital psychiatrique un beau jour, et là, il va tomber sur une lettre rédigée par sa mère. Et là, c'est à toi de lire cette lettre. Enfin, une partie de la lettre. Hein. Cher Francky, il est temps que tu apprennes la vérité, toute la vérité. Je sais qui est ton père, je l'ai toujours su. Même après des années de réflexion, je ne sais toujours pas très bien comment je dois te le dire, alors je vais faire court. Si je t'ai caché le nom de ton père, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une brève aventure sans importance. Au contraire, à l'époque, j'ai choisi ton père de manière beaucoup plus réfléchie que ne le font la plupart des mères. Mais je n'ai jamais couché avec lui et je ne l'ai même jamais rencontré. Tu étais un bébé éprouvette, Francis.
Mais pas n'importe lequel, si cela peut te consoler. Tu as des gènes spéciaux. C'était une autre époque. La vie réelle n'était pas mon fort. Je n'avais pas de chance avec les hommes que je rencontrais. Les études me semblaient avoir quelque chose de faux, et mon job de pom-pom girl ne m'amusait pas vraiment. J'avais le sentiment de n'avoir ma place nulle part et d'être à la dérive. C'est alors que je suis tombé sur une annonce du milliardaire Warren P. Monroe dans le Times. Ce nom ne te dira pas grand-chose, mais Monroe était très connu en son temps. Il cherchait des jeunes femmes et des couples sans enfants pour une expérience qui allait changer la face du monde, et bien payée par-dessus le marché. Je n'avais rien à perdre et j'y suis allé. L'événement se déroulait dans la clinique de Monroe, au centre de LA. À part moi, il y avait là 80 femmes et 100 couples au bas mot. Plusieurs annonces avaient manifestement été passées en même temps. Selon M. Monroe, l'homme intelligent était menacé d'extinction. Les diplômés de l'enseignement supérieur ne se multipliaient plus comme il aurait fallu, ils se contentaient de faire carrière, et c'était précisément les génies qui restaient souvent sans descendance, tandis que les imbéciles faisaient des tripotées d'enfants. Il voulait enrayer ce processus. Aussi avait-il déboursé des sommes colossales pour acheter leur sperme à des prix Nobel et des scientifiques de génie. On nous apprit qu'il avait fondé au début des années 80 la Banque des génies. Les premiers enfants avaient déjà quelques années. Monroe projetait d'élever une nouvelle élite génétique, et il était donc toujours en quête de femmes avisées et discrètes qui mettraient des enfants au monde pour lui. Aujourd'hui, ça paraît insensé, mais Monroe était capable de susciter cet esprit d'innovation. En signant un contrat avec lui, nous étions assurés de participer à une entreprise grandiose. Les mères élevant seules leurs enfants recevaient en outre une bourse qui les mettait à l'abri des difficultés financières pour de nombreuses années. J'étais très naïve à l'époque, j'ai cru que j'allais pouvoir démarrer une nouvelle vie avec cet argent. Une vie qui aurait enfin un sens, où j'assumerais une responsabilité et où j'aurais un enfant qui débuterait avec les meilleurs atouts. Je voulais faire tout correctement au moins une fois. Après quelques tests, j'ai été déclaré apte et on m'a inséminé à la clinique Monroe avec le sperme d'un génie. Tu es né 9 mois plus tard, mon petit génie. J'ai bien aimé tout le monde qui écoutait avec très grande attention. Je me dis, quoi que je dise sur le livre, de toute façon, tout le monde va se précipiter pour l'acheter. Donc, parce que ça marche toujours, ce genre d'histoire. Alors, d'abord, c'est une histoire vraie qu'il raconte. Je vais vous dire ça dans 2 secondes. Mais juste pour vous situer encore un peu le Benedict Wells. Donc, vous l'aurez compris, donc cette histoire, il va découvrir que son père que lui est un génie. Donc, il va partir en quête du père. Hein. Il va donc, ça va être une sorte de road trip avec son meilleur ami et avec accessoirement une petite amie qu'il fait s'évader de la clinique psychiatrique. Donc c'est ça hein, l'histoire, en fait c'est la quête du père, en fait c'est rien d'autre qu'un roman d'anticipation, je commence à dire n'importe quoi, roman d'apprentissage, je ne sais pas pourquoi je dis anticipation, non, roman d'apprentissage qui est le genre littéraire presque le plus ancien de la littérature, hein, c'est un grand classique. Et là aussi, pour vous situer un peu Wells, une deuxième fois, je vais faire comme je le faisais avec sa consoeur poétesse Anne Seidel. Je pense que c'est toujours intéressant de comprendre dans quel mouvement s'inscrivent les auteurs. Wells, que j'ai donc rencontré, avec qui j'ai parlé longuement, c'est un admirateur sans borne de John Irving. Bon, vous voyez qui est John Irving, c'est un peu le grand pape, le Manitou du roman d'apprentissage et pas d'anticipation, le roman d'apprentissage contemporain, où vous avez ces personnes, je ne sais pas si beaucoup l'ont lu, Irving, dans cette salle. Oui, bon, vous voyez, cette espèce de... Bon, ça n'engage que moi d'avis, mais c'est toujours des histoires auxquelles moi j'ai du mal à croire, avec un personnage qui, suite à tout un tas de pérégrinations, en général, va réussir, c'est ce qu'on rêve tous, n'est-ce pas, dans nos existences, à s'émanciper, à se libérer. Et bien sûr, ça sera au prix de révélations, de secrets de famille, de deuil qu'il va devoir traverser, de déception. Donc on est dans cette littérature-là, sauf que Irving, à mon avis, le connaissant aussi, l'ayant beaucoup rencontré dans une vie antérieure de journaliste, bon, Irving, c'est un grand admirateur de Shakespeare, c'est quelqu'un qui écrit quand même, je trouve, qui a un vrai style.
même si ces histoires me paraissent un peu alambiquées. Donc, vous aurez compris mon avis sur ce livre. Moi, je ne suis pas, c'est pas du tout ma tasse de thé, le roman d'apprentissage. Ça m'intéresse assez peu. Après, j'avoue que pour avoir lu les autres livres de Benedict Wells, il a un vrai savoir-faire, il a une vraie technique. Il donne envie de continuer ce qu'on appelle les fameux page-turners. De toute façon, c'est un auteur, vous l'avez entendu dans les extraits, c'est un auteur allemand, mais qui, au fond, écrit sur l'Amérique, souvent avec des personnages américains. Donc, il a un vrai savoir-faire, mais je trouve que ce qui manque, à mon avis, dans le bouquin, et c'est justement ce que tu viens de lire, c'est-à-dire cette histoire vraie, comme dirait son éditeur allemand, qui dit « Die unglaubliche, aber wahre Geschichte ». Parce qu'en effet, dans les années 80, il y a eu ce milliardaire totalement taré, eugéniste, qui s'est dit, bon, il y a vraiment trop d'idiots dans le monde, donc on va comme ça inséminer des femmes avec le sperme de génie, et donc on va créer comme ça un nouveau monde. Et ça, Wells l'avait entendu, et ça l'avait intéressé, évidemment. Et il en a donc fait ce bouquin, ce que je peux tout à fait comprendre, parce qu'au fond, c'est comme ça que travaillent les auteurs de fiction. Mais là où je trouve que ça fonctionne moins, c'est justement dans cette expression, on dit la réalité dépasse la fiction. Vous savez, c'est une expression qu'on dit souvent. On se dit, mais c'est tellement incroyable, le réel, qu'on ne pourrait pas l'écrire parce qu'on n'y croirait pas dans un livre. C'est exactement ce qui m'est arrivé dans ce livre. C'est-à-dire que je trouve la fiction, elle écrase trop, c'est trop dingue. Alors que la réalité, pardon, vous voyez, je commence déjà à mélanger, la réalité est tellement dingue que je trouve qu'il n'a peut-être pas eu le recul nécessaire ou la manière de, ne serait-ce que cette lettre, bon, c'est quand même, ok, bon, finalement, j'ai rencontré un milliardaire, ton père n'est pas ton père, etc. Je trouve ça, c'est un peu artificiel. Mais si vous aimez Benedict Wells, et si vous aimez ce que j'appellerais, et je le dis avec beaucoup de bienveillance, si vous aimez les romans d'été, si vous avez envie d'une lecture facile, mais qui est quand même, voilà, qui est pas du tout, qui est d'une qualité tout à fait respectable, je vous encourage à le lire. Donc ça s'appelle... Tout le monde... Écoutez, on m'a dit d'être gentil. Je le suis. En plus, j'aime beaucoup Bénédicte. Non, mais c'est vrai, je l'ai rencontré. Il est charmant, il est gentil, il écrit très très bien. Non, arrêtez de... Ça commence... Oui, quand on commence à dire l'auteur est charmant, c'est vrai que... Non, mais lisez ce livre. Si vous ne le connaissez pas, commencez peut-être par ses précédents bouquins, parce qu'il y en a vraiment... La fin de la solitude, c'est très bien, par exemple. De toute façon, il est traduit en 34 langues, donc tout va bien pour lui. Et voilà, je m'arrêterai sur cette... Je vais arrêter parce que je m'enfonce. De toute façon, je vais donner la parole à Camille. On va continuer. Merci d'être venu. Ah non, il y a encore 2 livres. Bon, vous allez voir que moi, je suis beaucoup moins réservée sur le livre que je vous présente, parce que je suis totalement convaincue par ce dernier livre que je présente, L'heure des spécialistes de Barbara Zsöke. Et pour autant, ce n'est pas sans résonance en matière de thème. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est un livre qui est paru aux éditions Belfond en cette rentrée. Et alors, Barbara Zsöke, pour commencer par... vous dire quelques mots d'elle. C'est une femme qui est retraitée aujourd'hui, mais qui a été une grande psychologue allemande. Elle a fait des recherches beaucoup aux États-Unis, notamment sur la perception et sur la mémoire. Elle a enseigné dans plusieurs universités allemandes et elle a été, entre autres, elle a siégé, en tout cas, au conseil d'administration de la Société internationale de psychologie comparée. Et pour ce livre, L'heure des spécialistes, elle a reçu en Allemagne le prix Bruder Grimm en 2017, qui est un prix qui est décerné tous les 3 ans à Hanau. Et le jury lui a remis ce prix à l'unanimité, en présence du chef de la littérature du FAZ. Et c'est un jury qui a salué la dimension psychologique du livre, dimension psychologique digne des contes de Grimm, d'où l'attribution de ce prix en particulier. Et le jury a salué aussi un livre qui aborde la morale, le bien et le mal, là je les cite, et un livre qui inspire et qui effraie à la fois, et vous allez comprendre pourquoi, puisque le sujet de ce livre, c'est un épisode assez méconnu en fait de la Seconde Guerre mondiale, à savoir le programme Aktion T4, qui est en fait l'arrestation et l'exécution
par le régime nazi des malades psychiatriques et neurologiques allemands, dont on estime quand même qu'il a conduit 300 000 personnes à la mort. Donc ce programme Action Tefir, ça vient de l'adresse en fait du bureau qui l'organisait, qui était Tiergartenstraße 4 à Berlin. Et c'est un programme qui concernait aussi bien les épileptiques que les dépressifs, que les schizophrènes, les malades d'Alzheimer, les malades de la sclérose en plaques, voilà, un certain nombre les trisomiques également, les Parkinson, qui ont tous été déclarés d'abord inaptes au travail, et puis très vite aussi indignes de vivre, avec en arrière-fond cet objectif de purification de la race. C'est pour ça que ça fait un petit peu quand même écho à ce fou eugéniste du roman de Wels, puisque dans ce programme, on a veillé scrupuleusement à retracer à la fois les ascendants et les descendants de ces malades, et aussi à stériliser toutes les femmes atteintes de ces maladies. Donc un sujet d'une grande noirceur, mais qui est raconté d'une manière très très forte, très frappante par Barbara Zöcke, puisque c'est à la fois un livre qui est très documenté, voilà, scrupuleusement documenté, mais qui en même temps ne perd jamais de vue la dimension narrative, la dimension littéraire du texte. D'ailleurs, le jury Grimm, dont je parlais tout à l'heure, a salué les qualités littéraires de ce texte, et je crois que c'est amplement mérité, parce que pour un premier roman, oui, je vous ai dit, je crois que c'était un tout premier roman, en tout cas, Barbara Zöcke ne s'est pas du tout laissée aller à la facilité ou au plus évident. Au contraire, elle propose vraiment une forme qui est très impressionnante, qui est assez virtuose, en fait, puisqu'on a une première partie qui est en fait racontée par une première et très majeure partie de ce livre, qui est racontée par Max Koenig. Alors Max Koenig, c'est un professeur d'université, spécialiste de l'Antiquité et de l'archéologie, et qui se retrouve donc interné au sanatorium de Wittenau. Il ne sait pas très bien pourquoi au départ, mais c'est pour la simple raison que son propre père a été malade de la maladie de Huntington, qui est cette maladie neurodégénérative qui se traduit par des troubles de l'élocution et des troubles locomoteurs. Et donc, on a l'histoire racontée du point de vue de ce narrateur, où on suit à la fois son quotidien au sanatorium, avec la visite des infirmières, avec la visite beaucoup plus glaçante des psychiatres qui sont donc en uniforme noir sous leur blouse blanche, et puis la rencontre aussi, cette fois un peu plus haute en couleur, d'autres pensionnaires malades mentaux. Donc on suit ce personnage, on suit aussi ses cauchemars, on suit aussi ses rêves, on suit aussi les lettres qu'il fait passer en catimini, parce qu'évidemment tout le courrier est contrôlé, donc il fait passer des lettres à sa femme et à sa fille. Et je trouve que d'entrée de jeu, on se dit, voilà un parti pris assez intéressant de raconter l'histoire, non pas de l'extérieur, non pas avec un narrateur omniscient, mais de l'intérieur, du point de vue d'un malade, qui découvre un petit peu en même temps que le lecteur quel sort va lui être réservé, pourquoi il est là, pour combien de temps. Voilà. Donc ça, c'est assez fort dans ce livre-là. Et en même temps, il y a ces souvenirs, ces rêves, je le disais, qui permettent aussi d'avoir des pages plus lumineuses, et en même temps de revenir un peu aussi sur le contexte historique d'une façon assez subtile et progressive. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'au moment où on a l'impression d'être installé avec ce narrateur, au moment où on croit que c'est lui qui va nous raconter toute l'histoire par cette voix, eh bien l'auteur retourne les cartes et nous fait entrer dans une deuxième partie, qui est cette fois-ci du point de vue d'un autre narrateur, et qui est cette fois le docteur Friedel Lerbe, qui lui est un jeune médecin, officier SS, et qui a été promu responsable du programme d'euthanasie des nazis, donc dans un autre sanatorium. Et donc c'est un homme qui incarne cette fois-ci le destin de nombreux médecins du Reich, qui pour faire carrière et pour servir l'idéologie nazie ont été prêts au pire, tout en menant par ailleurs une vie assez banale, puisque là on a ce personnage qui a une vie amoureuse, qui flirte, qui rencontre des amis. Et ça, c'est, je crois, l'une des grandes forces de ce livre, c'est de jamais être caricatural ou jamais trop manichéen, c'est-à-dire que, évidemment, l'auteur ne cautionne, n'excuse absolument pas ces jeunes médecins ambitieux, mais
elle arrive à tenir cette gageure de se projeter dans leur quotidien en essayant de démêler leurs mécanismes de pensée, les ressorts de leur motivation, etc., à une époque où on est en pleine pénurie et on a promis à ces médecins une ascension sociale, un confort matériel, en échange de leur implication dans ce programme atroce. Et je crois que ça, c'est une leçon qui, en dehors du contexte historique, d'entretenir la mémoire de cette histoire, c'est aussi quelque chose qui peut avoir des résonances assez actuelles, puisque ce que montre bien comment, quand on confie tout pouvoir à des spécialistes, quand on place un certain nombre d'idéologies scientifiques au-dessus de tout, on peut finalement arriver à des aberrations totales et à des atrocités de ce genre, et comment la science finalement n'est jamais coupée du politique. Parmi les autres points forts, il y a le naturel de la narration, je le disais un petit peu tout à l'heure, mais il y a vraiment un tressage très très fin de faits historiques, de personnages réels, avec des noms réels, des anecdotes réelles, et puis de personnages de fiction. Et puis surtout, elle nous plonge immédiatement au cœur de l'action, ce qui fait que c'est vraiment au détour de détails, au détour de conversations qu'on comprend petit à petit le lien entre les personnages, qu'on comprend l'ampleur de ce programme, qu'on comprend le contexte historique. Donc c'est vraiment une progression dans l'horreur aussi, quelque part. C'est un roman qui glace le sang, mais qui abat pas tout de suite ses cartes. Et puis, il y a par ailleurs un vrai travail poétique sur la langue, un vrai travail sur l'onirisme, avec ces personnages secondaires, j'en parlais un petit peu, qui sont les autres pensionnaires du sanatorium, qui sont donc ces malades mentaux, mais comme vous le savez, quelquefois la maladie mentale, ça produit aussi des lucidités extrêmes, ça produit des choses très très poétiques, et je crois que Barbara Zschöcke, elle fait vraiment aussi honneur à ça. Et puis il y a la traduction absolument remarquable de Diane Meur, qui est elle-même écrivain. D'ailleurs, je signale qu'elle publie elle-même un roman en cette rentrée que je vous recommande, qui s'appelle « Sous le ciel des hommes ». Et là, elle a vraiment rendu toute la subtilité et toute la profondeur à l'écriture de Barbara Zschöcke. Donc c'est vraiment un très beau livre, terrible évidemment, avec une vraie volonté de regarder l'horreur en face. D'ailleurs, Barbara Zschöcke a souligné le courage de son éditeur allemand, Die andere Bibliothek, de publier un tel livre. Mais en même temps, c'est un livre qui est très poignant, qui est très prenant, puis qu'elle mérite surtout d'éclairer cet épisode peut-être moins connu, en tout cas moins souvent traité de l'histoire. Voilà, donc je vous laisse profiter d'un extrait lu par Pierre qui se passe au sanatorium au moment où Max Koenig justement rencontre d'autres pensionnaires. Maintenant, on déposait mon brancard dans une petite chambre. D'un pas rapide, une infirmière est venue se planter au bout de mon lit. Son nez étroit était chaussé de solides lunettes, mais son rire était une promesse de joie, de chaleur, de complicité. « Je vous envoie quelqu'un pour défaire vos bagages », a-t-elle dit. « Une jeune fille qui va probablement vous plaire. Ensuite, je reviens et nous mettons au clair ce qui doit l'être, professeur. Je suis l'infirmière-chef Rosemary. » C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Rosemary, mais aussi de mademoiselle Elfie. Sur sa tenue réglementaire gris clair, on lui avait noué un grand tablier blanc. Ce tablier raide d'amidon dissimulait une enfant montée en graines, une enfant gracile, aux bouclettes sombres, qui avait tendance à cacher ses mains derrière son dos. « Qu'est-ce qui vous a amené à Wittenau ?» ai-je demandé pour engager la conversation avec cet être délicieux. « Il m'arrive de parler l'allemand de rêve, a-t-elle répondu. C'est ce que disaient mes professeurs au conservatoire. Et je tremble. Elle a ramené ses mains vers l'avant, des mains aux doigts étonnamment longs et robustes. Et ce n'étaient pas seulement les doigts, mais les mains qui tremblaient. Ces mains dont elle me tendait le dos avec un regard interrogateur, comme un petit garnement qui sait très bien qu'on va lui inspecter les ongles avant le début des cours. En guise de réponse,
Je lui ai décoché un sourire en plein dans ses grands yeux. Ses cheveux foncés étaient coupés très courts, mais cela ne suffisait pas à les dompter complètement. Les mèches frisaient au-dessus du front et des oreilles, et dans la nuque, un duvet tout doux courait jusque dans l'encolure de sa robe. Une trace que les hommes, plus tard, n'aimeraient que trop suivre du doigt. « Alors on défait mes bagages ?» ai-je demandé. « Que puis-je faire pour vous aider ?» Elle a souri de son sourire d'elfe, a posé l'index droit sur ses lèvres comme pour m'imposer le silence. Puis, avec une vigueur surprenante, elle a soulevé ma valise sur le banc qui faisait partie du mobilier de ma chambre. La première chose qu'elle a trouvée dans le pêle-mêle de mes chemises et de mes pantalons, ça a été mon stylo mine en argent. Je le croyais déjà perdu. Elle ne pouvait pas deviner l'importance qu'il avait pour moi. Elle l'a levé devant mes yeux et a dit « Magnifique, n'est-ce pas qu'il est magnifique? Un stylo en argent. Avec ça, je vais pouvoir noter vos histoires, vos comptes rendus de rêves. L'infirmière-chef va être contente. » Dès cet instant, notre pacte était scellé. Moi, je raconte des histoires, elle écrit. Puis, l'infirmière-chef est revenue. Ses lunettes étincelaient sur son long nez étroit, le tissu de ses vêtements bruissait. Elle nous a regardés, a fait signe à Elfie de sortir et s'est penchée sur moi. À ce que je constate déjà, Elfie va vous adolâtrer, pour reprendre un mot de son invention. Et vous êtes tout aussi charmé qu'elle. Parfait. Je n'ai pas étudié votre dossier pour rien. Entendons-nous bien, depuis septembre dernier, nous sommes en guerre. Et il ne leur a pas fallu 4 semaines pour écraser l'armée polonaise. Personne ne peut garantir que vous survivrez à cette guerre. Mais faire que ce petit elfe s'en sorte sain et sauf, c'est en notre pouvoir, à moi et à vous. Tel a été le second pacte conclu ce matin-là. Un pacte entre l'infirmière-chef Rosemary et moi. Dans l'immédiat, tant qu'on ne nous envoie pas un cas particulièrement difficile, vous pourrez rester dans cette chambre. Elle a pris mon dossier et s'est assise à côté de moi. De quoi sont morts vos parents? Ils se sont empoisonnés. Pourquoi, je ne sais pas très bien, ai-je répondu. Et c'était exact, mais j'étais un peu troublé. Vous étiez pourtant déjà adulte à l'été 1927, presque trentenaire, avec un doctorat en poche. Non sans rigueur, elle avait vérifié les dates dans mon dossier et prestement fait le calcul. De quoi sont morts vos 2 grands-pères? A-t-elle poursuivi. Le père de mon père était un peu spécial, paraît-il. Il est mort jeune, à 50 ans et quelques, je ne l'ai pas connu. L'autre a eu une perforation gastrique, à plus de 60 ans. C'était un bel homme, ma mère lui ressemblait. Et vos grands-mères? Elles ont vécu jusqu'à un âge avancé, des vieilles dames qui portaient depuis longtemps la tenue sombre des veuves. L'une vivait de peu, l'autre était propriétaire d'une villa à Bazzaro. Mais toutes les deux adorables, toujours occupées de leurs mains et l'œil plein de gentillesse. À leur enterrement, les gens pleuraient. Et votre père, a-t-elle insisté, impitoyable? Il faisait des chutes, il perdait la mémoire, il a dû fermer son cabinet d'avocat. Squelettique, le teint jaune, ce n'était plus qu'une épave qui tombait de tous les canapés et glissait de tous les fauteuils. Bon, a-t-elle dit. Vous savez, j'espère quel examen vous attend dès la venue des psychiatres. Ils vont vérifier vos réflexes et vous interroger sur vos antécédents familiaux. Et si vous ne leur donnez pas les renseignements qu'ils veulent, vous serez tout de suite déclassé. La démence progressive, ici, c'est un diagnostic qui se porte beaucoup. Elle a ôté ses lunettes et pendant un moment a détourné le regard vers la fenêtre. Sans lunettes, son visage paraissait presque nu. C'est alors seulement que j'ai noté combien ses yeux exprimaient d'imprudence. Ce que je vais vous dire maintenant, je ne vous le dirai qu'une seule fois. Une seule, a-t-elle répété en fixant le lointain. Mon frère aîné est un spécialiste connu d'études raciales. Il les connaît tous personnellement. Eugen Fischer,
Fritz Lenz, Erwin Bauer, le baron Ottmar von Verschuer. Il sait quelle guerre est menée par les médecins allemands. Ils ont leur propre terrain de combat. C'est Klinik Si. Et mademoiselle Elfie, qui vient d'avoir 18 ans, on va vouloir la stériliser parce que son comportement bizarre éveille les soupçons. Une schizophrénie, à un âge si précoce, le pronostic n'est pas bon. Et pour le dernier livre, je vous présente mon chouchou. C'est Alain-Claude Sulzer, que j'adore, que j'ai lu. J'ai lu à peu près tous ses bouquins. Le dernier donc, s'appelle « Sous la lumière des vitrines ». Il vient de sortir. Alors Alain-Claude Sulzer est un auteur suisse qui est né à Bâle, qui écrit en langue allemande et qui donc est traduit chez Jacqueline Chambon par Johannes Honigmann, qui est un très bon traducteur, que j'ai eu aussi la chance de rencontrer. Que de nostalgie dans cette soirée. Je l'ai interviewé à Arte il y a très longtemps. Donc je suis toujours très content de retrouver Alain-Claude et son traducteur. C'est un très bon roman, vous avez compris, je suis un inconditionnel de Sulzer. Il avait écrit notamment, publié en 2008, Un garçon parfait, qui avait eu le Médicis étranger. Ensuite, il a publié Leçons particulières, Une autre époque, Post-scriptum, que je vous conseille aussi, qui avait été publié il y a quelques années. Et donc maintenant, Sous la lumière des vitrines, où il est question, je résume vraiment très très rapidement, parce que je suis pas le pape du résumé en général. Donc je vous donne juste de quoi vous donner envie de lire la suite. Donc c'est l'histoire d'un certain Stettler, qui a une cinquantaine bien sonnée, qui va doucement vers la retraite et qui est décorateur de vitrines, donc dans une ville un peu ennuyeuse, suisse. On est en 1968, bon, enfin, en même temps c'est toujours ennuyeux un peu la Suisse, enfin même aujourd'hui. J'aime bien la Suisse, hein. Enfin s'il y a des Suisses dans la salle. Non, mais ma patronne est suisse, donc tout va bien. Mais voilà, il y a un côté un peu confit, mais c'est hyper. Pour le bouquin, c'est très très bien. Donc il est dans cette ville, il travaille donc dans l'équivalent, on va dire, des grands magasins de Lafayette. Il est décorateur de vitrines, et voilà qu'arrive un jeune homme. Qui va lui aussi, en fait, qui va être une sorte de rival, et notre personnage principal va assister, non sans un certain effroi, à sa mise au placard, en fait. C'est vraiment une histoire très simple entre la modernité et la tradition. Mais comme l'auteur est malin, il va tricoter une autre histoire, qui est donc le destin d'une pianiste classique, parce qu'il y a toujours beaucoup de questions de piano. Enfin, il avait aussi écrit un livre qui s'appelle Après les fugues, Alain-Claude Sulzer, j'avais oublié de citer celui-là, et donc qui s'appelle Lotte, et qui va donc avoir une carrière fulgurante, et que le premier personnage, Stettler, va entendre un jour à la radio, et comme il l'admire, il va commencer comment on appelle ça, un échange épistolaire. Voilà, parce que chez Alain-Claude Sulzer, il est toujours question beaucoup de lettres qu'on s'écrit. Donc Pierre va vous lire trois courts extraits. Donc le premier, il est question des vitrines. Et ensuite, on a choisi deux mini-portraits, voilà, pour vous montrer un peu comment Alain-Claude Sulzer arrive comme ça à croquer des personnages en très peu de temps et leur solitude. Et je vous en reparle juste après. Stettler commençait à songer à Noël dès le mois d'août. Pendant que les autres se prélassaient au soleil sur les plages et reluquaient derrière leurs lunettes de soleil les femmes en bikini qui s'exposaient sans gêne au regard des inconnus, lui se creusait les méninges dans son étouffant atelier pour décider où, cette année, il placerait Saint-Nicolas, le Père Fouettard, l'âne et les anges. Comment il habillerait les mannequins, dans quel décor il les disposerait cette fois-ci. Il se figeait pendant qu'il réfléchissait. Seule l'extrémité du crayon qu'il tenait du bout des doigts roulait d'un coin de ses lèvres à l'autre. Il avait l'impression que le goût du graphite et du bois de cèdre stimulait son imagination. De temps à autre, il croisait les jambes ou bien il s'étirait. Ses collaborateurs baissaient la voix quand ils le voyaient comme ça. Jamais il ne bâillait. Certains trouvaient que ses phases de silence avaient augmenté depuis la mort de sa mère. Pendant qu'il travaillait, ce n'était pourtant pas à sa mère qu'il pensait, mais aux vitrines vides qu'il fallait remplir. Remplir de vie.
comme il l'expliquait à ses collaborateurs. Il se figurait parfois que les mannequins étaient des êtres vivants. Dans son imagination, dans certains de ses rêves aussi, ils inclinaient la tête, levaient et baissaient les yeux, agitaient les mains, avançaient et reculaient comme des automates, mais de quelques centimètres à peine. Ils n'avaient aucune chance de s'échapper. Ils étaient prisonniers. Il s'était passé quelque chose. En dehors de la déception amoureuse de sa jeunesse, la vie de Stettler s'était jusque-là déroulée sans incident notable. Elle était prosaïque, voire terne. La mort de sa mère avait été un événement prévisible. Il ne connaissait pas davantage la sentimentalité que le bonheur pur ou le chagrin profond. Il n'était ni un malchanceux ni un vénard. Un vénard aurait fondé une famille, un malchanceux n'aurait pas su se débrouiller dans la vie. Il avait choisi la profession qui lui convenait, et quand viendrait le jour de sa retraite, il pourrait se pencher, non sans fierté, sur une carrière réussie. Par la domination de son métier, il avait suscité en certains spectateurs les mêmes sentiments, ou presque, qu'un peintre. Il les avait touchés et émus sans être lui-même ému ou touché. Et c'était sans doute ainsi que devait procéder l'artiste. Connaître l'effet sans le subir. Noël et le Nouvel An étaient passés. En janvier, elle enregistrait en duo avec respectivement un baryton, un altiste, un violoncelliste et un flûtiste. On était content d'elle, comme toujours. On la complimenta et elle accueillit les compliments avec plaisir. Parfois, elle se demandait si cela correspondait à l'idée qu'elle s'était faite enfant du succès d'une pianiste. Mais plus elle s'efforçait de se remémorer précisément ses idées de jeunesse, plus le souvenir en devenait diffus. À présent qu'il était de toute façon trop tard, elle ignorait même si elle avait un jour souhaité fonder une famille, avoir un mari et des enfants. Quand elle croisait des enfants dans la rue, elle détournait le regard. Et quand des enfants criaient dans le voisinage, elle fermait sa fenêtre. De même que ses voisins fermaient peut-être leurs fenêtres les après-midi où elle s'exerçait. Il lui arrivait de penser à sa future rencontre avec l'inconnu qui lui avait écrit à 3 reprises, sans jamais révéler quel était son âge, sa profession, s'il était marié, veuf ou célibataire. La mélancolie qu'elle percevait entre ces lignes lui suggérait quelquefois qu'il était veuf, même si elle savait qu'il y avait bien d'autres raisons d'éprouver de la tristesse et un sentiment de vide que la perte d'une épouse. Voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas ajouter énormément de choses. Vous avez compris que j'aime beaucoup cet auteur, vous l'entendez. Moi, je pense que c'est un très très bon styliste, évidemment extrêmement bien traduit. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est la simplicité, le classicisme qu'il y a dans son écriture. Et en même temps, c'est pas apprêté. Donc ça, je trouve qu'il a vraiment réussi cet équilibre entre quelque chose de très limpide, de poétique, mais sans être, comme on peut avoir parfois aujourd'hui, comme je dis toujours, inutilement alambiqué ou un peu biscornu. Ça se lit vraiment très bien et en même temps c'est de la très très bonne littérature. J'aime aussi beaucoup la distance qu'il a à Sulzer parce qu'il est très bon là-dedans. Il y a cette espèce de narrateur un peu qui regarde comme ça les personnages se débattre entre eux et surtout il a ces personnages depuis Un garçon parfait, même s'il avait publié avant, hein, mais il n'avait pas été traduit avant. Mais il a comme ça ces personnages profondément seuls, qui comme ça traversent une existence, qui savent pas que le bonheur existe. Alors parfois il est à portée de main et il le rate. Alors c'est pas pour voilà. Après ça finit pas toujours tragiquement mal, mais disons qu'il y a comme ça ces personnages qu'il regarde un peu de loin
et qui, comme ça, à un moment, vont avoir la possibilité d'être heureux, comme il y a dans ce livre, dans cette rencontre qui va peut-être advenir entre la pianiste et notre personnage principal. Donc voilà, je vous encourage vraiment à lire ce livre. J'aime beaucoup l'histoire. Je trouve que c'est un bon styliste. Et il y a j'ai essayé de décrire le genre dans lequel il pourrait rentrer. Alors je pensais au drame ou à la tragédie, mais enfin la tragédie, ça termine en général très très mal. Je dirais que c'est de la tragédie douce. Voilà, je trouvais ça très content de moi. Je trouvais ça tout à l'heure. Je me suis dit, on va finir sur un bon mot, mais c'est ça. Il a vraiment trouvé ce fragile équilibre entre une douceur et quelque chose qui est je trouve la plus grande des tragédies humaines, qui est la solitude. C'est à la mort aussi, mais la solitude, c'est pas terrible non plus. Donc, je vous encourage à le lire. Je ne sais pas du tout. Alors, j'attends un signe. Est-ce que nous avons du temps ou pas pour non? Donc, ça veut dire non, même sans le masque. Donc, il n'y aura pas de possibilité de questions du public. Mais nous allons donc nous faire Abschieden. J'ai oublié le terme en allemand, non? Congé, merci maman, ma mère est au premier rang, elle me traduit de l'allemand. Donc nous allons prendre congé. Merci beaucoup d'être venus, merci beaucoup au Goethe, merci à Barbara, merci à Aurélie de nous avoir permis d'organiser cette soirée, merci à Pierre, je donne que les prénoms parce que j'oublie toujours les noms, merci à Camille, merci à tous et à toutes d'être venus en cette période difficile, compliquée. Achetez les livres, les auteurs ont besoin de vous. À l'étage, c'est ça, j'adore. Donc à l'étage, prenez soin de vous. Tu veux ajouter Bon, prenez soin de vous, passez une bonne soirée, merci.